Le cabinet était encore plongé dans un silence tendu lorsque Yann a franchi la porte, convaincu qu'il restait une chance, infime mais réelle, de sauver ce qui pouvait l'être encore. Il avait passé la nuit à retourner les mêmes phrases dans sa tête, à chercher l'intonation juste, celle qui pourrait fissurer la colère de Johanna, celle qui lui permettrait de revenir en arrière, ne serait-ce que d'un pas. Pourtant, en apercevant son regard fermé derrière le bureau, il a compris que quelque chose avait déjà basculé. Il n'y avait plus d'hésitation dans ses yeux, plus de fatigue mêlée d'amour, seulement une détermination froide, presque clinique. Margot et Florent, présents par nécessité plus que par curiosité, ont immédiatement senti que la scène à venir dépasserait le cadre d'une simple dispute conjugale. L'air semblait plus dense, chargé d'un ressentiment accumulé depuis trop longtemps. Johanna ne l'a même pas laissé commencer. Elle s'est levée d'un geste sec, comme si sa présence même contaminait l'espace. Elle n'avait plus envie d'écouter, plus envie de comprendre. Ce qu'elle voyait en face d'elle n'était plus l'homme qu'elle avait choisi, mais celui qui l'avait trahi, humilié, mis au second plan alors qu'elle tentait encore de préserver les apparences. Lorsqu'elle lui a ordonné de quitter le cabinet, sa voix ne tremblait pas. Elle n'a pas cherché à ménager les mots, ni à atténuer la violence de la rupture. Elle a tranché, net. À partir de maintenant, il ne communiquerait plus que par avocat. Le divorce était lancé. Elle lui enverrait un message pour qu'il récupère ses affaires, rien de plus. Il n'y aurait ni scène supplémentaire, ni négociation. Cette décision, elle l'avait mûrie seule, dans le silence de ses insomnies, et désormais elle ne comptait plus revenir dessus. Yann est resté un instant immobile, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Il savait que leur couple traversait une crise, mais il n'avait pas mesuré à quel point Johanna était déjà ailleurs, mentalement détachée de lui. Il a tenté d'expliquer, de rappeler les années partagées, les projets communs, les épreuves traversées ensemble. Mais ces mots semblaient glisser sur elle sans laisser la moindre trace. Elle n'en avait plus rien à faire de ces explications. Elle voulait du silence, de la distance, de la clarté. Quand il a finalement quitté la pièce, le regard vide, Margot a baissé les yeux. Florent, lui, est resté figé quelques secondes, conscient d'avoir rédigé les papiers du divorce la veille. Il connaissait Johanna depuis assez longtemps pour savoir que lorsqu'elle prenait une décision, elle allait jusqu'au bout. Pourtant, derrière cette fermeté apparente, il devinait une blessure encore vive. Elle n'était pas indifférente, elle se protégeait. Pendant ce temps, au commissariat, l'atmosphère était tout aussi électrique, mais pour d'autres raisons. Thierry examinait les résultats ADN avec une attention presque obsessionnelle. Les traces de sang retrouvées près des Beaulieu venaient de parler, et elles désignaient sans ambiguïté Dimitri Ferrand. Cette confirmation scientifique changeait la donne. Jusqu'ici, les soupçons reposaient sur des indices fragiles, sur des incohérences et des intuitions. Désormais, il y avait une preuve. Lorsque Thierry a annoncé la nouvelle à Baker, il n'y avait ni triomphe ni satisfaction dans sa voix, seulement la certitude d'approcher enfin de la vérité. Il voulait confronter Dimitri au Beaulieu, provoquer une réaction, le pousser dans ses retranchements. Il connaissait ce type de profil, fanfaron en surface, mais instable dès que la pression devenait trop forte. Il suffisait de trouver la bonne faille. Dimitri, de son côté, tentait de sauver les apparences. Il s'était présenté chez Claudine avec 1000 € en liquide, comme pour prouver sa bonne volonté, comme pour s'acheter un semblant de respectabilité. Il promettait de se tenir à carreau, d'effacer progressivement ses dettes, de disparaître une fois tout réglé. Claudine l'écoutait sans illusion. Elle avait déjà entendu ce discours. Il y avait chez lui une incapacité chronique à mesurer les conséquences de ses actes, un mélange dangereux d'orgueil et d'inconscience. Pourtant, lorsqu'il a évoqué l'effraction et les tirs à la chevrotine, quelque chose dans son regard a trahi une tension nouvelle. Il admettait les faits, presque comme s'il cherchait à se soulager d'un poids, mais continuait d'affirmer qu'il n'avait rien à se reprocher. Cette contradiction révélait son trouble intérieur. Il savait que la situation lui échappait, que le filet se resserrait, même s'il refusait encore de l'admettre pleinement. L'appel de Thierry n'a fait que confirmer ses craintes. Une convocation pour le lendemain. Quelques questions à lui poser. La formule était neutre, mais le ton ne laissait place à aucune ambiguïté. Le drame se rapprochait. Dimitri a raccroché en tentant de garder contenance devant Lucas, mais son verre tremblait légèrement entre ses doigts. Il essayait de plaisanter, de minimiser, comme si tout cela n'était qu'un contretemps. En réalité, il sentait que cette fois, il n'aurait peut-être plus de porte de sortie. À quelques rues de là, une autre forme de manipulation se jouait, plus silencieuse mais tout aussi toxique. José peaufinait ses faux documents avec une précision méthodique. Grâce à un logiciel détourné, il fabriquait des reçus crédibles, des justificatifs suffisamment solides pour tromper même un œil averti. Les appareils photos de collection qu'il revendait étaient des pièces trafiquées,
mais emballée dans une histoire suffisamment cohérente pour séduire. Alix, toujours à la recherche de bonnes affaires, s'est laissé convaincre. 4 000 € pour un lot qui semblait authentique. Ulysse a examiné les papiers, a hoché la tête. Tout paraissait en ordre. José avait anticipé chaque détail. Ce qui le grisait, ce n'était pas seulement l'argent, mais le sentiment de supériorité. Il aimait l'idée d'être plus malin que les autres, de tirer les ficelles sans être vu. Pourtant, cette accumulation de mensonges créait une onde de choc invisible. Marc, sans le savoir, a acheté l'un des appareils volés. Un geste banal, presque anodin, qui pourrait bientôt l'entraîner dans une spirale dont il ignorait tout. Le réseau d'arnaque de José s'étendait, silencieusement, prêt à exploser au moindre faux pas. Dans la soirée, Johanna a retrouvé Sabine autour d'un dîner qu'elle voulait simple, presque thérapeutique. Elle avait besoin de mettre des mots sur ce qu'elle venait de faire. L'annonce du divorce, la rupture définitive, la sensation d'avoir coupé un membre malade pour sauver le reste de son corps. Sabine l'écoutait avec bienveillance, consciente que cette décision n'était pas le fruit d'un caprice, mais d'une accumulation de désillusions. Johanna a évoqué la transaction immobilière conclue plus tôt dans la journée. Mr. Sérignan, client charmant, élégant, attentif. Il avait signé les papiers chez le notaire, officialisant l'achat du nouvel immeuble. Lorsqu'il lui avait proposé de célébrer cela autour d'un verre, elle avait décliné, invoquant une journée trop chargée. Pourtant, elle ne pouvait nier le trouble discret qu'il avait éveillé en elle. Ce n'était pas de l'amour, ni même un véritable désir. Plutôt la sensation d'être regardée autrement, d'être valorisée sans arrière-pensée. Après des mois de tension, cette attention lui semblait presque irréelle. Elle a assuré à Sabine qu'elle n'avait pas la tête à ça, que sa priorité restait de mettre de l'ordre dans sa vie. Mais son amie aperçut le frémissement. Parfois, un simple regard peut ouvrir une brèche. En rentrant chez elle, Johanna a traversé l'appartement encore imprégné de la présence de Yann. Les objets, les photos, les souvenirs semblaient déjà appartenir à un autre temps. Elle s'est arrêtée devant une étagère, a hésité à décrocher un cadre, puis s'est ravisée. Ce n'était pas le moment de tout effacer. Il fallait d'abord accepter la douleur. De son côté, Yann errait sans but précis. Hugo avait tenté de le rassurer, de lui expliquer qu'il avait besoin de temps pour digérer le choc. Mais comment digérer l'idée que celle qu'on aime ne veut plus rien partager, pas même une conversation? Il oscillait entre colère et abattement, incapable de déterminer s'il devait se battre encore ou accepter la défaite. Au commissariat, Thierry relisait le dossier Dimitri une dernière fois avant de quitter son bureau. Il y avait une cohérence nouvelle dans l'ensemble des éléments. Le sang, les témoignages, les incohérences. Il sentait que l'interrogatoire du lendemain serait décisif. Dans cette affaire, chaque détail comptait, chaque hésitation pouvait révéler une vérité plus profonde. La nuit tombait sur Montpellier, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Chacun, dans son coin, affrontait ses propres démons. Johanna venait de tourner une page, mais ignorait encore ce que le chapitre suivant lui réserverait. Yann encaissait le pire, sans savoir comment se relever. Dimitri, lui, s'approchait dangereusement d'un point de non-retour. Quant à José, il continuait d'avancer sur un fil, persuadé qu'il ne tomberait jamais. Pourtant, derrière ces trajectoires parallèles, un même thème se dessinait, celui des conséquences. Les choix, les mensonges, les renoncements finissent toujours par produire une onde qui dépasse ceux qui les ont initiés. Et alors que la ville semblait s'endormir, la tension, elle, ne faisait que commencer à monter. La matinée suivante s'ouvre sur une tension à peine perceptible, mais déjà installée dans les esprits comme une brume persistante. Au commissariat, Thierry est arrivé plus tôt que d'habitude. Il n'a pas besoin de relire encore une fois les résultats ADN pour en comprendre la portée, pourtant il les garde sous les yeux, comme pour ancrer la réalité dans quelque chose de tangible. Le sang retrouvé près des Beaulieu n'est plus une hypothèse, ni une piste fragile, il appartient à Dimitri Ferrand. À partir de là, l'affaire cesse d'être floue. Elle devient concrète, dangereuse, imminente. Thierry ne fonctionne pas à l'instinct, il fonctionne à la pression. Il sait que l'interrogatoire ne sera pas une simple formalité. Dimitri n'est pas un criminel aguerri, mais il est imprévisible, capable de nier l'évidence avec un aplomb déroutant. Il faudra doser, ne pas l'attaquer frontalement dès la première minute, mais l'amener progressivement dans un espace où ses contradictions deviendront insoutenables. Baker, informé des résultats, partage cette analyse. La confrontation avec les Beaulieu pourrait provoquer une fissure. Il suffira d'un regard, d'un détail mal maîtrisé. Pendant ce temps, Dimitri tente de s'occuper l'esprit. Il traîne au bar, laisse son numéro au barman qui cherche des extras, accepte un verre avec Lucas pour donner l'illusion d'une normalité retrouvée. Pourtant, son corps le trahit.
Ses gestes sont moins fluides, ses réponses légèrement différées. Il répète qu'il n'a rien à se reprocher, que cette convocation n'est qu'une formalité. Mais il sait que la police ne convoque pas pour rien. Il sait que quelque chose a parlé. La veille, chez Claudine, il a lâché plus qu'il ne l'aurait dû. L'effraction, le cambriolage, les tirs à la chevrotine. Il les a évoqués comme des faits isolés, presque accidentels, en tentant de minimiser leur gravité. Il a présenté cela comme une erreur de parcours, un moment de panique mal géré. Mais au fond, il comprend que l'accumulation commence à peser. Claudine l'a regardé sans indulgence. Elle connaît ce type de profil, toujours persuadé qu'il contrôlera la chute, jusqu'au moment où le sol disparaît. Dans un autre registre, José poursuit sa trajectoire avec une assurance presque insolente. Les faux reçus qu'il a produits résistent à l'examen d'Ulysse. Alix, rassuré par la cohérence apparente des documents, ne voit aucune raison de douter. 4 000 € pour des appareils photo de collection qui semblent authentiques, l'affaire paraît solide. José jubile intérieurement. Il se croit intouchable. Ce qu'il ignore, c'est que chaque transaction laisse une trace, que chaque objet volé transporte avec lui une part de vérité prête à ressurgir. Marc, en achetant l'un de ces appareils, devient un maillon involontaire de cette chaîne fragile. Son geste est banal, presque innocent. Pourtant, il pourrait bien se retrouver au cœur d'une tourmente qu'il n'a pas anticipée. Les arnaques de José ne sont pas spectaculaires. Elles avancent en silence, dissimulées derrière des justificatifs bien conçus. Mais comme toute construction basée sur le faux, elles reposent sur un équilibre instable. Au cabinet, l'atmosphère a changé depuis le départ de Yann. Johanna ne laisse rien paraître, mais son silence est plus dense qu'à l'accoutumée. Elle enchaîne les dossiers, répond aux appels, organise son agenda avec une précision mécanique. Ce contrôle apparent masque une fatigue émotionnelle qu'elle refuse d'exposer. Elle a choisi la rupture. Elle a enclenché le divorce. Il n'y aura pas de retour en arrière. Pourtant, l'absence de Yann dans les couloirs crée un vide qu'elle ne s'attendait pas à ressentir aussi vite. Florent, qui a rédigé les papiers, observe cette transformation avec distance. Il connaît Johanna depuis longtemps. Il sait que lorsqu'elle tranche, c'est qu'elle a déjà épuisé toutes les alternatives. Mais il perçoit aussi le coût intérieur de cette décision. Couper les ponts n'efface pas les années partagées. Cela les transforme en cicatrices. Dans la soirée, lorsqu'elle retrouve Sabine, Johanna laisse enfin tomber une partie de l'armure. Elle parle de la scène au cabinet, de sa propre dureté, de cette phrase qu'elle a lancée sans détour. Elle ne regrette pas le fond, mais elle mesure la violence du moment. Sabine ne la juge pas. Elle sait que parfois, la seule manière de survivre est de devenir plus ferme que la blessure. Puis le nom de Mr. Sérignan revient dans la conversation. L'homme élégant, attentif, dont le regard ne cherchait ni à posséder ni à contrôler. Il a signé les papiers chez le notaire, officialisant l'achat du nouvel immeuble, et lui a proposé un verre pour célébrer cela. Elle a refusé, pas par manque d'intérêt, mais parce qu'elle ne veut pas confondre reconstruction et fuite en avant. Elle affirme ne pas avoir la tête à cela. Pourtant, elle ne peut nier la sensation étrange d'avoir été vue autrement. Ce trouble discret n'est pas encore une promesse. C'est une possibilité. Après des mois à se battre pour maintenir un équilibre devenu toxique, sentir qu'un autre regard existe lui redonne une forme de respiration. Sabine perçoit cette nuance. Elle ne pousse pas. Elle suggère simplement que parfois, changer d'air peut aider à cicatriser. Pendant ce temps, Yann tente de comprendre ce qui lui arrive. Hugo lui parle de temps, de distance nécessaire pour digérer le choc. Mais pour Yann, le temps n'est pas un allié. Il revoit la scène au cabinet, la détermination glaciale de Johanna, l'idée qu'ils ne se parleront plus que par avocat. Il encaisse le pire, non pas seulement la fin d'un mariage, mais la certitude d'avoir perdu la confiance de celle qu'il aimait. Il oscille entre colère et regret. Il voudrait trouver une faute claire, une erreur identifiable qu'il pourrait réparer. Mais ce qui les a menés là est plus diffus, plus insidieux. Une accumulation de silence, de maladresse, de blessures mal refermées. Il comprend trop tard que l'érosion a été lente, mais constante. Au commissariat, l'heure de la convocation approche. Thierry prépare mentalement la première question, celle qui ouvrira l'interrogatoire sans révéler immédiatement la carte maîtresse. Il ne parlera pas tout de suite de l'ADN. Il laissera Dimitri s'enfoncer dans ses propres versions. Puis, au moment précis où la confiance faussement retrouvée s'installera, il sortira la preuve. Le sang ne ment pas. Dans cette ville où les trajectoires semblent indépendantes, tout commence pourtant à converger. Johanna ferme une porte, Yann vacille, Dimitri s'approche du point de rupture, José accumule les risques. Les décisions prises la veille dessinent déjà les tensions de demain. La nuit tombe une nouvelle fois sur Montpellier, mais elle n'apaise rien. Elle suspend simplement les affrontements, comme une respiration avant l'impact. Chacun croit encore pouvoir maîtriser ce qui vient.
Pourtant, les pièces sont déjà en mouvement. Et il suffira d'un aveu, d'une révélation, ou d'un simple faux pas pour que l'équilibre fragile s'effondre. Le lendemain, lorsque Dimitri franchit les portes du commissariat, il tente d'afficher une désinvolture qui sonne faux. Il marche d'un pas qu'il voudrait assurer, les épaules légèrement redressées, comme s'il venait simplement régler un malentendu administratif. Pourtant, ses yeux trahissent une vigilance accrue. Il observe chaque mouvement, chaque regard, cherchant à deviner ce que les policiers savent réellement. Il se répète intérieurement qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il a déjà assumé l'essentiel auprès de Claudine, que le reste n'est qu'une exagération. Thierry l'accueille avec un calme étudié. Il ne montre ni hostilité ni satisfaction. Il l'invite à s'asseoir, pose quelques questions anodines, presque banales. Où était-il tel soir? Pourquoi se trouvait-il à proximité des Beaulieu? Dimitri répond sans hésiter apparente, construit une version cohérente, insiste sur le fait qu'il n'a jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Il reconnaît l'effraction, admet les tirs à la chevrotine comme un geste de panique, mais s'accroche à l'idée qu'il n'a franchi aucune ligne irréversible. Thierry le laisse parler. Il prend des notes, relève certaines contradictions, mais ne les souligne pas immédiatement. Le silence s'installe par moments, lourd, calculé. Dimitri commence à combler ses vides, ajoute des précisions inutiles, tente de devancer les soupçons. C'est alors que Thierry sort le dossier et pose la feuille sur la table, sans emphase. Les résultats ADN. Le sang retrouvé près des Beaulieu correspond au sien. L'espace d'une seconde, le visage de Dimitri se fige. Une crispation minuscule, presque imperceptible, traverse ses traits. Il ne peut pas contester la science. Il cherche une explication, invoque une blessure antérieure, un contact accidentel. Mais sa voix a perdu de sa stabilité. Le masque se fissure. Il comprend que l'étau se resserre, que ses versions successives risquent de s'effondrer sous le poids des preuves. Thierry ne hausse pas le ton. Il parle de confrontation possible avec les Beaulieu, de cohérence nécessaire entre les faits et les déclarations. Il laisse entendre que la sincérité pourrait jouer en sa faveur. Dimitri oscille entre défi et inquiétude. Il affirme qu'il n'a rien à se reprocher, mais ses mains trahissent une agitation nerveuse. Ce n'est plus une simple convocation. C'est une mise à l'épreuve. Dans le même temps, José continue d'avancer, persuadé que la tempête ne le concerne pas. Il a réussi son coup avec Alix. Les faux reçus ont tenu bon, Ulysse n'a rien détecté. Il savoure intérieurement cette victoire discrète. Pour lui, le monde se divise en deux catégories, ceux qui manipulent et ceux qui se laissent manipuler. Et il est convaincu d'appartenir à la première. Pourtant, l'achat de Marc introduit une variable imprévue. Ce dernier, en toute bonne foi, examine l'appareil, en admire la finition, se félicite de son acquisition. Il ignore que cet objet porte en lui une trace invisible, un lien avec un cambriolage et une chaîne de mensonges prête à éclater. Les arnaques de José ne reposent pas seulement sur la falsification, mais sur la confiance des autres. Et la confiance, une fois rompue, se transforme en colère. Au cabinet, Johanna s'immerge dans le travail avec une intensité presque excessive. Elle répond aux mails, finalise des dossiers, enchaîne les rendez-vous sans laisser place au moindre flottement. Cette activité frénétique lui évite de penser au vide laissé par Yann. Pourtant, chaque détail de son environnement lui rappelle leur vie commune, un stylo qu'il utilisait, un agenda partagé, une habitude ancrée. Florent observe cette rigidité nouvelle. Il perçoit qu'elle tient debout par volonté, non par apaisement. La rupture n'est pas une délivrance euphorique, mais une décision nécessaire. Elle a choisi de ne plus communiquer autrement que par avocat. Cette distance juridique devient une barrière protectrice. Elle sait qu'un échange direct pourrait raviver des doutes, fissurer sa résolution. Dans la soirée, seule chez elle, Johanna s'autorise enfin un moment d'arrêt. Elle traverse l'appartement lentement, touche distraitement certains objets, mesure l'ampleur du changement qu'elle vient d'initier. Le silence est différent, plus brutal. Elle repense à la scène au cabinet, à la violence de ses mots. Elle ne regrette pas le fond, mais elle sent le poids de la rupture dans son corps, comme une fatigue profonde. Le souvenir de Mr. Sérignan lui revient alors. Son regard posé, sa manière de lui parler sans la brusquer. Elle ne nourrit aucune illusion romantique, mais cette rencontre agit comme un contraste. Elle réalise qu'elle peut encore susciter l'intérêt, être perçue autrement que comme une épouse en crise. Cette pensée ne la réjouit pas encore. Elle l'intrigue. Sabine, de son côté, reste attentive. Elle comprend que Johanna traverse une phase de transition fragile. Tourner la page ne signifie pas oublier. Cela signifie accepter que l'histoire ne continuera pas comme prévu. Et parfois, la douleur la plus vive n'est pas celle de la séparation, mais celle de l'échec d'un projet commun. Yann, isolé, ressent cette même douleur sous un autre angle. Il tente de rationaliser, de se convaincre que Johanna agit sous le coup de la colère.
Mais au fond, il a vu son regard. Ce n'était pas une impulsion. C'était une décision réfléchie. Il encaisse le pire, l'idée qu'elle a déjà tourné la page. Il se sent remplacé non par un autre homme, mais par une absence définitive. Au commissariat, l'interrogatoire de Dimitri se prolonge. Thierry laisse planer l'hypothèse d'une confrontation imminente. Il évoque les conséquences possibles, la gravité des faits. Dimitri tente de reprendre le contrôle, affirme qu'il coopère, qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser quiconque. Pourtant, la certitude qu'il avait en entrant s'effrite. Il comprend que les preuves ne disparaîtront pas. La ville poursuit son rythme habituel, inconsciente des tensions qui la traversent. Mais sous la surface, les lignes bougent. Johanna a enclenché un processus irréversible. Yann vacille. Dimitri se débat. José accumule les risques. Chacun agit selon sa logique, sans mesurer pleinement les répercussions. Et dans ce croisement de destin, une vérité s'impose peu à peu. On peut mentir aux autres, on peut se mentir à soi-même, mais les faits, eux, finissent toujours par revenir. L'après-midi s'étire au commissariat comme une corde tendue prête à rompre. Dimitri commence à comprendre que la stratégie du déni ne suffira plus. Plus Thierry avance, plus les incohérences apparaissent. Les horaires ne correspondent pas parfaitement. Les explications sont trop détaillées par moments, trop vagues à d'autres. Ce sont ces déséquilibres que Thierry exploite avec précision. Il ne cherche pas la confession immédiate, il cherche la fatigue. Dimitri sent que l'air devient plus rare. Il répète qu'il a paniqué, qu'il ne pensait pas que la situation dégénérerait. Il insiste sur le fait qu'il n'a tué personne. Cette phrase revient comme un réflexe défensif, « Je n'ai tué personne ». Pourtant, personne ne lui a encore parlé d'homicide. Thierry note ce glissement mental. Parfois, ce que l'on nie révèle davantage que ce que l'on avoue. Lorsque Thierry évoque la possibilité de confronter Dimitri au Beaulieu, le trouble devient visible. Le regard se dérobe, les épaules se contractent. La certitude affichée en entrant au commissariat s'est évaporée. Dimitri comprend que la spirale judiciaire est enclenchée et qu'il ne maîtrise plus le rythme des événements. Il tente une dernière fois de reprendre l'initiative en se montrant coopératif, presque conciliant. Mais cette coopération tardive ressemble davantage à une tentative de survie qu'à une réelle transparence. Pendant ce temps, au cabinet, Johanna reçoit un appel professionnel lié à la transaction conclue avec Mr. Sérignan. L'échange est formel, courtois, efficace. Rien de personnel. Pourtant, elle remarque qu'elle prête attention à la tonalité de sa voix, à sa manière de formuler les choses. Elle s'agace presque de ce détail. Elle ne veut pas que son esprit associe cette période de transition à une nouvelle attirance. Elle refuse de faire de cet homme un refuge. Cependant, quelque chose a changé en elle. La décision du divorce agit comme un point de non-retour. Elle ne se sent plus tenue par les compromis passés. Elle ne cherche pas encore à reconstruire, mais elle accepte l'idée qu'une autre dynamique soit possible. Ce n'est pas un élan amoureux. C'est une ouverture mentale. Le soir venu, elle s'attarde plus longtemps au bureau. Le silence lui convient. Elle préfère la rigueur des dossiers à l'écho des souvenirs. Pourtant, lorsqu'elle ferme son ordinateur, une fatigue émotionnelle la traverse. Elle repense aux années avec Yann, aux moments simples qui ne faisaient pas la une des disputes. Elle sait que tourner la page signifie accepter que ces instants appartiennent désormais au passé. Yann, de son côté, traverse la ville sans but précis. Il hésite à écrire, à appeler, puis se ravise. Elle a été claire, uniquement par avocat. Cette phrase résonne comme une frontière infranchissable. Il réalise qu'il ne se bat plus contre une crise, mais contre une décision actée. L'idée qu'elle puisse s'intéresser à quelqu'un d'autre lui traverse l'esprit, non comme une jalousie explosive, mais comme une perte définitive. Elle avance, lui reste figée. Chez Alix, l'atmosphère est plus légère en apparence. La vente des appareils photo semble une réussite. Ulysse, rassuré par les documents, ne détecte aucune anomalie. Pourtant, un détail minuscule attire brièvement son attention, une légère incohérence de date. Il la balaie presque aussitôt, la considérant comme un simple décalage administratif. José, s'il avait assisté à ce moment, aurait compris à quel point son édifice tient à des décisions infimes, à des secondes d'hésitation. Marc, satisfait de son achat, examine son appareil avec curiosité. Il ne sait pas encore que cet objet constitue un fil potentiel reliant plusieurs trajectoires. Ce qui est anodin aujourd'hui peut devenir une pièce centrale demain. Au commissariat, Thierry met fin à l'interrogatoire provisoire. Il ne pousse pas jusqu'à la rupture. Il préfère laisser Dimitri repartir avec le poids de l'incertitude. Cette attente est souvent plus destructrice qu'une accusation directe. Dimitri quitte les lieux avec un mélange de soulagement temporaire et d'angoisse sourde. Il n'est pas arrêté, mais il n'est plus tranquille. Dans son bureau, Thierry informe Baker que la pression commence à produire des effets visibles.
Il ne s'agit plus de savoir si Dimitri ment, mais jusqu'où il est prêt à aller pour maintenir sa version. La confrontation avec les Beaulieu pourrait être le déclencheur. La nuit retombe sur Montpellier avec cette sensation diffuse que quelque chose se prépare. Johanna a enclenché une séparation irréversible. Yann encaisse sans savoir comment rebondir. Dimitri marche sur une ligne fragile entre aveu partiel et chute totale. José continue d'étendre son réseau de faux, inconscient du point de rupture. Tout s'avance avec la conviction d'avoir encore du temps. Mais le temps, lui, a déjà commencé à accélérer. Le lendemain matin, Dimitri se réveille avec cette sensation lourde d'avoir dormi sans réellement se reposer. Son esprit n'a cessé de rejouer l'interrogatoire, chaque question de Thierry, chaque silence trop long, chaque regard insistant. Il comprend désormais que la convocation n'était pas un simple échange d'informations. Elle marquait le début d'un basculement. Il essaie de se convaincre qu'il garde encore une marge de manœuvre, qu'il n'a reconnu que des faits secondaires, que rien ne prouve une intention criminelle. Pourtant, la présence des résultats ADN agit comme une ombre constante. On ne négocie pas avec une trace biologique. Thierry, de son côté, ne relâche rien. Il relit le procès-verbal, souligne certaines formulations, repère les zones floues. Dimitri a admis l'effraction et les tirs, mais son discours oscille entre justification et minimisation. Cette oscillation est révélatrice. Elle montre qu'il cherche à contrôler le récit, à modeler la perception des faits. Thierry sait que ce type de profil finit souvent par se contredire sous pression prolongée. Il ne s'agit pas d'obtenir un aveu spectaculaire, mais de fragiliser la cohérence interne. La possibilité d'une confrontation avec les Beaulieu reste en suspens. Thierry en a parlé volontairement, sans fixer de date. Il veut laisser l'idée s'installer dans l'esprit de Dimitri. La perspective d'affronter directement ceux qui l'a menacé pourrait fissurer davantage son assurance. Il sait que la culpabilité ne se manifeste pas toujours par des mots, mais par des micro-réactions impossibles à feindre. Dans un tout autre univers, José poursuit ses affaires avec une sérénité presque insolente. La vente à Alix s'est déroulée sans accroc. Les faux reçus ont rempli leur rôle, Ulysse n'a rien détecté. Pour José, chaque réussite renforce son sentiment d'invincibilité. Il considère ces arnaques comme des performances techniques, des démonstrations de supériorité intellectuelle. Il ne se voit pas comme un escroc, mais comme un stratège. Cette rationalisation lui permet d'avancer sans remords. Pourtant, un détail échappe à son contrôle, la circulation des objets. Les appareils photos qu'il a falsifiés changent de main. Marc en possède désormais un. Ce simple transfert multiplie les points de contact possibles avec la réalité. Plus un mensonge circule, plus il risque de rencontrer une contradiction. Au cabinet, Johanna travaille avec une précision presque chirurgicale. Elle refuse de laisser la moindre émotion parasiter ses décisions professionnelles. L'annonce du divorce a été brutale, mais elle ne veut pas qu'on l'associe à une faiblesse. Elle garde le cap. Cependant, chaque fois que son téléphone vibre, une tension furtive traverse son corps. Elle sait que Yann pourrait chercher à contourner la distance imposée. Elle sait aussi qu'elle ne répondrait pas. La veille au dîner, Sabine a tenté de lui faire comprendre que la rupture, aussi nécessaire soit-elle, laisse toujours une zone fragile. Johanna ne le nie pas. Elle ne prétend pas être indifférente. Mais elle refuse de replonger dans une dynamique qui l'a progressivement épuisée. Elle a tourné la page, non par caprice, mais par instinct de survie. Le souvenir de Mr. Sérignan revient par moments, comme une image neutre, apaisante. Il n'y a rien de concret encore, aucun rendez-vous, aucune promesse. Simplement la sensation d'un regard différent, d'une conversation fluide, sans tension latente. Elle se surprend à imaginer ce que serait une relation sans conflit permanent, sans reproches accumulés. Puis elle chasse cette pensée. Trop tôt, trop fragile. Yann, quant à lui, vit dans un espace suspendu. Hugo lui a répété qu'il devait accepter le temps nécessaire pour encaisser. Mais accepter quoi? L'idée que Johanna ne l'aime plus? Ou celle qu'elle ne veut plus se battre? Il repense à leur dispute, cherche le moment précis où tout a basculé. Il se rend compte que la fracture n'est pas née d'un événement unique, mais d'une lente usure. Ce constat est plus douloureux encore. On peut réparer une erreur ponctuelle. On ne répare pas facilement une érosion. Au commissariat, Thierry décide de ne pas précipiter la prochaine étape. Il laisse Dimitri sous surveillance discrète. L'homme est imprévisible. La pression peut le pousser à une erreur. Baker partage cette prudence. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir des aveux partiels, mais de comprendre l'ensemble du mécanisme. Pourquoi les fractions? Pourquoi les tirs? Qu'espérait-il vraiment? Dimitri, de son côté, tente de reprendre une vie normale. Il contacte des établissements pour des extras, parle d'opportunités futures, se projette artificiellement dans un avenir stable. Ce besoin de normalité traduit une peur croissante. Il sait que sa situation peut basculer à tout moment.
Il se persuade qu'il a encore le contrôle. Mais au fond, il sent que le filet se resserre. En parallèle, Catherine fait face à son propre désastre. Elle reconnaît que l'idée du micro dans le bureau de Lucie venait d'elle. Bernier l'a couverte jusqu'au bout, assumant une part du risque. Mais aujourd'hui, elle parle de fiasco. Elle envisage de revendre les 2 immeubles. Cette décision n'est pas seulement financière. Elle symbolise un recul, une perte d'influence. Catherine déteste perdre le contrôle. Et pourtant, elle doit envisager cette option. Dans cette mosaïque de tensions, un fil commun apparaît. Chacun tente de sauver ce qu'il peut. Johanna protège son intégrité. Yann cherche à préserver un reste de dignité. Dimitri essaie d'éviter la chute totale. José capitalise sur l'illusion de maîtrise. Catherine limite les dégâts. La ville continue de fonctionner comme si rien ne menaçait l'équilibre général. Mais sous cette surface ordonnée, les décisions prises ces derniers jours modifient profondément les trajectoires individuelles. Et plus le temps avance, plus les conséquences deviennent inévitables. La pression commence à produire ses effets, non pas de manière spectaculaire, mais par une série de micro-fractures invisibles à l'œil nu. Dimitri, qui tentait encore la veille de se persuader qu'il pouvait contrôler la situation, sent désormais que quelque chose lui échappe définitivement. L'interrogatoire n'a pas débouché sur une arrestation immédiate, et c'est précisément ce qui l'inquiète. L'attente est plus corrosive que l'accusation. Il comprend que Thierry ne joue pas dans la précipitation, mais dans l'usure. Chaque détail de la conversation lui revient en mémoire. La manière dont le dossier ADN a été posé sur la table, sans agressivité. L'absence de colère dans la voix de Thierry. Cette neutralité calculée le déstabilise davantage qu'un ton accusateur. On ne crie pas quand on est sûr de soi. On laisse l'autre se débattre. Dimitri répète qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il a reconnu ce qu'il devait reconnaître. Pourtant, au fond, il sait que les tirs à la chevrotine ne peuvent pas être présentés comme un simple geste de panique. Il essaie de se convaincre que personne n'a été gravement blessé, que l'intention compte. Mais la justice ne s'appuie pas sur les intentions proclamées, elle s'appuie sur les faits. Thierry, dans son bureau, établit une stratégie plus large. Il ne s'agit plus seulement de prouver la présence de Dimitri sur les lieux. Il s'agit de comprendre la mécanique. Pourquoi cette escalade? Était-il seul? Avait-il prévu une issue? Les profils comme celui de Dimitri oscillent souvent entre bravade et fragilité. Il faudra trouver le point exact où la façade cède. Dans un autre quartier, José savoure toujours son opération réussie. Il se convainc que l'argent reçu d'Alix marque une victoire nette. Il ne voit pas le danger immédiat. Pourtant, plus il manipule les documents, plus il multiplie les risques de laisser une trace numérique, un détail incohérent, une erreur humaine. Il avance avec l'assurance de celui qui n'a pas encore été confronté à une conséquence directe. Alix, rassuré par les justificatifs, ne soupçonne rien. Ulysse, méthodique mais confiant, valide les papiers. L'affaire semble propre. C'est précisément cette propreté apparente qui rendra la chute plus brutale si elle survient. José ne comprend pas encore que chaque objet vendu peut devenir une preuve à rebours. Au cabinet, Johanna termine une journée dense sans ralentir le rythme. Elle tient debout grâce à l'action. Chaque dossier clos lui donne l'impression de reprendre du terrain sur le chaos intérieur. Pourtant, en sortant du bureau, le silence l'attend à nouveau. Elle traverse l'appartement avec une lucidité froide. Elle a tourné la page, mais tourner la page ne supprime pas le chapitre précédent. Elle repense à la scène avec Yann, à son propre ton, à cette phrase définitive qui a coupé toute possibilité de dialogue direct. Elle ne regrette pas le fond, mais elle mesure la violence du geste. Elle a agi pour se protéger, pour ne plus se laisser aspirer dans une spirale d'explications sans fin. Elle sait qu'elle ne reviendra pas en arrière. Le souvenir de Mr. Sérignan apparaît encore, plus net cette fois. Non comme une tentation, mais comme un contraste. Il lui a parlé avec respect, avec une distance saine. Il n'y a pas de promesse, pas d'élan précipité. Seulement une présence calme. Elle ne veut pas s'y accrocher. Elle refuse de transformer cette rencontre en solution émotionnelle. Mais elle reconnaît que l'idée d'un lien sans tension permanente lui paraît presque apaisante. Yann, de son côté, vit une autre forme d'usure. Il commence à intégrer que Johanna ne cherche plus à négocier. La procédure de divorce est lancée. Florent a rédigé les papiers. Le processus juridique rend la rupture concrète. Il ressent un mélange de colère et de perte de contrôle. Ce qui lui fait le plus mal n'est pas seulement la séparation, mais la certitude qu'elle avance sans lui. Il repense à leurs années communes, tente de distinguer les moments où il aurait pu agir autrement. Mais l'analyse arrive trop tard. L'érosion s'est faite en silence. Et Johanna, désormais, ne veut plus de promesses. Elle veut des actes, et surtout, elle veut la paix. Au commissariat, Thierry envisage la confrontation avec les Beaulieu. Il ne l'organise pas immédiatement.
Il sait que l'anticipation travaille Dimitri plus efficacement que la confrontation brutale. L'homme est sur une ligne fragile. Trop de pression pourrait le pousser à se refermer totalement. Trop peu lui laisserait l'illusion du contrôle. L'équilibre est délicat. Dimitri, en quittant un nouveau rendez-vous avec son avocat, tente de paraître solide. Il parle d'opportunités professionnelles, d'extra possibles, comme s'il se projetait déjà dans une vie stabilisée. Ce discours trahit une peur sourde, celle d'être rattrapé définitivement. En parallèle, Catherine admet l'ampleur du fiasco. L'idée du micro dans le bureau de Lucie était la sienne. Bernier l'a protégée jusqu'au bout, assumant des risques considérables. Aujourd'hui, elle mesure le prix de cette stratégie. Revendre les 2 immeubles n'est pas un simple choix financier. C'est une manière d'endiguer les dégâts, de limiter l'exposition. Catherine n'aime pas céder du terrain. Pourtant, elle comprend qu'elle n'a plus la même marge. Les trajectoires se tendent. Johanna consolide sa décision. Yann encaisse sans savoir comment rebondir. Dimitri marche vers un point de rupture judiciaire. José étend un mensonge qui pourrait bientôt se retourner contre lui. Catherine réduit la voilure pour éviter l'effondrement. Montpellier paraît paisible, mais derrière cette façade, les équilibres individuels vacillent. Les décisions prises ne peuvent plus être annulées. Elles produisent déjà leurs effets, lentement, méthodiquement. Et alors que chacun croit encore disposer d'un peu de temps pour ajuster sa stratégie, la réalité, elle, avance sans attendre. La tension atteint un point presque imperceptible, mais décisif. Rien n'explose encore, pourtant tout est en train de se fissurer. Chacun avance avec une certitude fragile, persuadé qu'il lui reste une marge de manœuvre, alors que les conséquences ont déjà commencé à s'enclencher. Au commissariat, Thierry observe Dimitri avec une attention désormais plus froide que jamais. L'interrogatoire n'a pas arraché d'aveux spectaculaires, mais il a révélé l'essentiel, l'instabilité. Dimitri vacille entre justification et défi, entre coopération affichée et nervosité mal dissimulée. Le sang retrouvé près des Beaulieu a brisé l'illusion d'un simple malentendu. Ce n'est plus une affaire de version contre version. C'est une affaire de fait. Thierry informe Baker que la confrontation avec les Beaulieu devient inévitable. Non pas pour humilier Dimitri, mais pour tester sa résistance psychologique. Face à ceux qu'il a effrayés, blessés, menacés, il sera plus difficile de maintenir un récit aseptisé. Dimitri commence à comprendre que la procédure ne ralentira pas. Il n'est pas arrêté, mais il est surveillé. Il n'est pas condamné, mais il est exposé. En quittant le commissariat, il tente encore de sauver la face. Il appelle Lucas, parle d'opportunités de travail, évoque la possibilité d'un nouveau départ. Pourtant, dans son regard, quelque chose s'est éteint. Il sait que sa marge de mensonge se réduit. Il sent que le sol devient instable. Dans un autre registre, José continue d'avancer avec une confiance presque insolente. La vente à Alix semble bouclée. Ulysse n'a rien vu. L'argent est encaissé. Pour lui, c'est une preuve de plus qu'il maîtrise le jeu. Ce qu'il ne perçoit pas encore, c'est que chaque appareil vendu transporte une trace, une possibilité d'identification, un détail qui pourrait revenir comme un boomerang. Marc examine son achat avec satisfaction, ignorant qu'il détient peut-être une pièce d'un puzzle plus vaste. Les arnaques de José ne reposent pas sur la violence, mais sur la confiance détournée. Et lorsque la confiance se fissure, la chute est brutale. Au cabinet, Johanna ferme son ordinateur plus tard que d'habitude. Le travail a été son refuge, mais la journée touche à sa fin. Elle reste quelques secondes immobile, les mains posées sur le bureau. Elle a lancé la procédure de divorce. Elle a été claire, définitive. Elle ne veut plus discuter autrement que par avocat. Cette fermeté lui a coûté, mais elle ne revient pas dessus. Elle repense à Yann, non avec nostalgie, mais avec lucidité. Elle réalise que ce qui s'est brisé ne se réparait plus depuis longtemps. Elle ne ressent pas de haine, seulement une fatigue immense. Elle a tourné la page parce qu'elle ne voulait plus survivre dans une relation devenue toxique. Le souvenir de Mr. Sérignan traverse son esprit une nouvelle fois. Il n'est pas encore un projet, encore moins un substitut. Il est simplement la preuve qu'un autre regard existe. Un regard sans reproche, sans tension. Elle ne s'y accroche pas, mais elle ne le rejette plus non plus. Yann, lui, encaisse le pire. Il comprend que Johanna ne joue pas un rôle. Elle ne cherche pas à provoquer une réaction. Elle avance. Cette avancée le laisse immobile, presque désarmé. Il ne sait plus s'il doit se battre ou accepter. L'idée qu'elle puisse se rapprocher d'un autre homme lui serre le cœur, non par jalousie brutale, mais par conscience d'une perte définitive. Il réalise qu'il a sous-estimé la profondeur de la fracture. Il pensait à une crise. Elle pensait à une sortie. Chez Catherine, le constat est tout aussi amer. Elle admet que l'idée du micro dans le bureau de Lucie était la sienne. Bernier l'a protégée jusqu'au bout, assumant une part de responsabilité. Mais aujourd'hui, elle parle de fiasco.
Elle envisage de revendre les 2 immeubles. Ce n'est pas seulement une décision financière. C'est un recul stratégique, une reconnaissance implicite d'un échec. La ville semble paisible, mais sous cette surface calme, les lignes bougent. Thierry prépare la prochaine étape. Dimitri sent la pression monter. José accumule les risques sans en mesurer la portée. Catherine limite les dégâts. Johanna reconstruit. Yann vacille. Dans ce croisement de destin, une évidence s'impose. On ne peut pas éternellement fuir les conséquences. Les preuves s'accumulent. Les décisions se gravent. Les ruptures deviennent irréversibles. Et tandis que la nuit enveloppe Montpellier, chacun croit encore disposer d'un peu de temps pour ajuster sa trajectoire. Mais en réalité, le mouvement est déjà lancé. Johanna a tourné la page. Yann, lui, reste face au vide qu'elle a laissé derrière elle. Dimitri s'approche dangereusement d'un aveu. Et ailleurs, dans l'ombre, d'autres mensonges attendent leur moment pour éclater. L'équilibre est rompu. La suite ne sera plus une question de choix. Elle sera une question de conséquences.